Bonjour à toutes et à tous. Il n'y a rien de pire que se taper 20 minutes de course, faire des sprints et puis se retrouver dans une zone, je suis coiffé comment, se retrouver dans une zone avec des cheminées, des fumées de cheminées. C'est une horreur, hein. Microparticules et compagnie, c'est vraiment dingue quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, d'abord merci à tous et à toutes de me suivre, hein, et merci pour vos commentaires, voilà, ça me donne des idées pour faire d'autres conférences. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais parler de ce qu'on va faire en stage, tout simplement parce que beaucoup me parlent de self-défense, et puis hop, après leur cours de self-défense, ils vont boire un coup, ils vont bouffer des kebabs, ils vont bouffer du McDo, ils vont se taper des pizzas, voilà, donc bouffer des glaces et des trucs comme ça, ouais, d'accord, ils se font plaisir, quoi, ils ont eu mal, et après ils se font plaisir. Alors le truc c'est que s'ils se font mal et après ils vont se plaisir, c'est comme si vous tordez une barre et vous la redressez, quoi, je veux dire, elle prend pas la forme. Je sais pas comment dire, où est l'endurcissement? Si c'est oh maman, bobo, vite, je me fais plaisir, je me mets une petite glace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc les stages là, oui, on parlera d'art martial, c'est-à-dire self-défense, bien sûr, mais la vraie self-défense, c'est d'abord au quotidien de ne pas se tuer, hein, au quotidien de ne pas se faire du mal, de ne pas se déglinguer. Et donc le but ce sera de se renforcer, c'est-à-dire on travaillera nous sur la concentration, et puis pour ceux qui resteront entre les deux stages et le deuxième stage, ce sera un petit peu plus sur le vrai renforcement, c'est-à-dire travailler sur l'hormèse à tous les points de vue. Donc par exemple là je suis en train de tenir ma caméra sur deux doigts, au bout du pied, c'est un renforcement quoi. Faut pas que ça dure trop longtemps, hein, sinon c'est plus de l'hormèse, hein, c'est une tendinite après. Donc comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour se renforcer? Il faut faire des efforts intenses, pas n'importe lesquels, il faut qu'ils soient physiologiques. D'accord, et il faut qu'ils soient acceptés par le corps humain, par votre corps, pardon, par votre organisme. Et puis il faut pouvoir après se donner le temps de se réparer. Donc ce qu'il y a de très important, je vais laisser passer le fret de Royan. Oh, comme ça c'est bien. Alors je prends des notes parce que sinon j'oublie la moitié. Oui, il faut d'abord déjà comprendre qu'on va démarrer de là où on est. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein, vous pouvez pas. Alors vous pouvez redonner de l'énergie à vos cellules, à vos mitochondries, à votre organisme en entier. Ça c'est clair. Hein, vous pouvez avoir un effet de rajeunissement, mais je veux dire, vous pouvez pas revenir dans votre vie 30 ans en arrière et faire comme si rien ne s'était passé. Si vous avez eu 3 fois la jambe cassée, si vous avez un foie d'alcoolo, bon voilà, on peut pas revenir en arrière. Il faudra partir à partir de ce foie d'alcoolo. D'accord, si vous avez des poumons de fumeur, voilà, on ne vous le dit pas, mais moi je peux vous le dire, parce que je l'ai appris en tabacologie, c'est que il faut 20 ans pour récupérer la sphère aéro-supérieure, hein, le tiers du poumon. Il faut 20 ans après avoir arrêté de fumer. Donc ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter. Hein. Voilà. Alors moi on me disait non, il ne faut pas arrêter de boire, il ne faut pas arrêter de fumer parce que l'État il va manquer des taxes. C'est vrai, 14 milliards sur les cigarettes et 7 milliards sur l'alcool. C'est clair que si on arrête ça, ils vont plus avoir de pognon. Donc ils vont créer d'autres taxes. Voilà. Des taxes sur autre chose, hein. Ils vont supprimer les APL, ils vont donner d'autres trucs. Hein. Et je ne vais pas parler de politique aujourd'hui, mais malheureusement, on y va. Donc évidemment, si vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de boire, vous allez emmerder l'État, mais de notre côté, et puis doublement, parce qu'il faudra qu'on vous paye la retraite. Alors que si vous cotisez toute votre vie et que vous crevez à 50 ans, ou à 60 ans, ou 2-3 ans après votre retraite, c'est bon, quoi, c'est du bénéfice là. Vous voyez un peu le placement? Vous bossez 40 ans, vous utilisez l'argent que vous avez placé pendant 3 ans, tranquille. C'est comme si vous cotisez sur un plan d'épargne pendant 30 ou 40 ans ou 50 ans, et puis au moment où vous pouvez y toucher, 2 ans après vous mourrez quoi.
Donc vous ne pouvez pas dépenser des millions que vous avez dépensés, que vous avez placés en l'espace d'1 ou 2 ans, quoi. Même si vous achetez 4 maisons et vous bouffez comme un porc, vous n'avez pas 4 bouches et 4 trous du cul, hein, comme disait Jean-Yann. Hein. Hop, pardon. Bonjour. Bonjour. Ouais, donc quelque part, il y a moyen de moyenner, mais quand je comprends pas, quand les gens ils me disent machin, il touchait 130 millions, il avait celui qui est en prison au Japon, là ça doit faire tout drôle de bouffer du riz. Eh bien ce gars-là, il avait je sais pas combien de maisons, quoi. Acapulco, aux Bahamas et compagnie, quoi. J'ai dit, avoir 6-7 maisons, je sais pas. À moins qu'il entretienne une femme et une famille dans chaque maison, et encore, ça c'est encore possible. Hein. Enfin, il y en a qui le font. Hein. Vous savez, les soi-disant représentants de commerce, vous savez, ils ont 3 mois quelque part, 3 mois dans une autre maison, 3 mois dans une autre. Le bordel pour se rappeler l'anniversaire de leur femme et de leur belle-mère et de leurs enfants. Il faut une sacrée mémoire, quoi. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le font, hein, quand ils ont plusieurs vies comme ça, en une. Donc on ne peut pas changer le passé, on peut partir à partir du présent. Alors moi j'aime bien ce proverbe qui dit on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la façon de le voir. C'est-à-dire une fois que vous avez compris que ce que vous avez fait, vous l'avez fait parce que à à ce moment-là, comme dirait Bigard, à ce moment-là, vous étiez dans cet état, vous aviez tant de taux d'hormones, vous aviez tant de savoir, tant de connaissances, on va dire, tant d'expériences de vie, qui ont fait que vous avez fait ce que vous avez fait, il n'y a rien à regretter. Le remords et le regret, ça vous flingue. Donc ça sert à rien de passer votre vie à dire « Oh, j'aurais dû finir ci, j'aurais dû faire ça ». Votre vie ne serait pas ce qu'elle est si vous aviez agi différemment. Elle aurait peut-être été mieux, mais de toute façon on s'en fout, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Faites avec ce que vous avez. Venez comme vous êtes. Comme dit le marchand de poison là. Venez comme vous êtes. Il y en a qui croient encore que c'est de la nourriture, mais ça je comprends pas. En 2018, les gens croient que les McDo, les burgers, les kebabs, tout ça c'est de la nourriture. Ça montre un petit peu, hein, je regardais l'excellente conférence de quelqu'un que j'adore, qui est Brice Lopez, qui est un expert en histoire, archéologie et reconstitution de la gladiature. Et voilà, c'est extraordinaire sa façon de travailler, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que l'on sait de la gladiature? Eh bien, on sait ce que les peintres en ont fait, on sait le savoir s'est perdu après le 5e siècle, on va dire. Donc du 5e siècle jusqu'en 1900, personne ne savait ce que c'était que la gladiature, et ceux qui ont voulu, hein, le peintre Jérôme, là, celui qui a voulu essayer de transmettre la gladiature, c'est-à-dire de faire un tableau avec des gladiateurs, il s'est complètement, j'allais dire, fourré le doigt dans l'œil, parce que ça n'a jamais existé. D'accord, donc mais à partir de là, il n'y a eu que des conneries de fait. Qu'est-ce qu'on sait des ninjas? Qu'est-ce qu'on sait des ninjas? On sait les mangas, on sait à partir du cinéma. Le cinéma c'est basé sur des romans, les romans se sont basés sur des légendes. Et rien n'est vrai, absolument rien n'est vrai, pas plus que Peter Pan, Robin des Bois, quoi. Je veux dire, absolument tout est faux, tout est faux. Donc les internautes là qui me prennent le chou parce que ils ont été bercés par le Club Dorothée ou par les mangas, et puis qui me disent mais non, mais les ninjas ils faisaient bien ça, et puis le kunai il va se lancer comme ci ou comme ça, mais arrêtez, c'est faux, bordel, c'est faux. C'est dur. Je comprends Brice quand il dit il s'emmerde à faire des 30 ans d'études là-dessus, sur les gladiateurs et tout. Il y en a encore qui font des spectacles en faisant le pouce en bas avec des épées d'1 mètre de long, avec des coups de tranchant, en mimant des mises à mort. Putain, mais faut arrêter, quoi. Je comprends qu'il puisse en avoir marre, un de ces quatre, parce que là, vraiment... Bon courage, franchement Brice, bravo. Continuez à défendre
bec et ongle l'image de la gladiature historique, je vais faire demi-tour parce que là ça commence à devenir bruyant. Voilà, donc quelque part, ce que je voulais dire, c'est qu'en 2018, on connaît de la gladiature pas grand-chose, si ce n'est, heureusement, les travaux qu'a fait Brice Lopez par rapport à l'iconographie, par rapport à l'étude des armes que l'on a trouvées, par rapport au texte. Donc ça fait quand même 3 sources, et grâce à travers ces textes, enfin ces 3 sources, hein, donc les images, les sculptures, les objets, les armes, surtout à Pompéi, c'est énorme, et puis les textes, il a fait de la reconstitution, d'expérimentation, et voilà, hein, le geste il avance comme ça ou il avance pas. Il y a des gens aux États-Unis comme au Japon qui font de l'expérimentation ninja, et marcher debout sur des araignées d'eau, ça ne marche pas, putain ça glisse, ça ne marche pas, c'est pas possible. Vous m'excuserez si je regarde en bas parce que on est sur un chemin vraiment très boueux. Voilà, donc ça ne marche pas, et puis voilà, les Mizugumo, c'est de la légende, c'est faux, ça on peut pas. On peut pas traverser la rivière comme ça en marchant, faudrait une perche, il faudrait faire 40 kilos, il faudrait que les machins soient énormes, bah, ça a été prouvé. Il y en a encore qui vont faire ça, quoi. Qui vont essayer, qui vont mettre ça dans leur BD, dans leur manga, voire mettre ça dans des films avec des images 3D. Dans les jeux vidéo, on parle même pas, quoi. La génération jeux vidéo, vous voyez, celle à qui on montre des photos des reconstitutions. C'est même pas la reconstitution, on va dire on est dans l'invention là, hein, de virus, méchants virus en forme d'oursin, vous voyez ce que je veux dire? Méchant virus qui attaque et qui fait ci, puis à ce moment-là il fait ça, et puis hop, il y a un échange de protéines, le machin qui fait ça, il perce le cytoplasme. Ouais, c'est du Pixar, c'est du Pixar, les gars. C'est Disney là, c'est de l'image 3D, vous l'avez jamais vu ça? Vous l'avez jamais vu? Vous savez qu'il y a une prime de je sais pas combien de centaines de milliers de dollars à ceux qui peuvent montrer une photo d'un virus du sida, hein, d'un VIH, un truc comme ça, je sais pas comment on l'appelle, le virus du sida. C'est une prime, je crois que c'est 100 000 $. Hein. Ça s'était donné il y a une trentaine d'années, je crois, ou une vingtaine d'années, et tout le monde, enfin, personne n'a jamais réussi à trouver une photo de ce virus-là. Le virus d'un syndrome d'immunodéficience acquise, la photo d'un virus d'un syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. C'est comme si on me dit t'as mal de tête, t'es fatigué, t'as mal aux pieds, t'as mal aux articulations, t'en peux plus, t'es sur les nerfs, t'es dépressif. C'est quoi comme virus qui donne ça? Ça s'appelle la société, le virus, ça s'appelle la surconsommation, ça s'appelle la malbouffe, ça s'appelle je prends du café pour aller au boulot, parce que j'en peux plus, parce qu'il faut que je me suis bourré de crédit, parce que j'ai le crédit sur la maison, sur la bagnole, sur le canapé, sur les vacances, voilà, une deuxième bagnole pour ma femme, et puis les cours pour les drôles et tout ça, je suis bourré de crédit, il faut que je me lève tous les matins, j'en peux plus, donc je prends du café, j'ai des maux de tête, je prends de l'aspirine, et puis je reprends du café, puis ça suffit pas. Alors je vais prendre des comprimés de guarana, des boissons énergétiques au boulot, à la machine à café, le mec qui a inventé ça dans les entreprises, il est milliardaire, quoi, tu vois. Donc, et puis on y va, puis si ça marche pas, un petit peu de cocaïne, tu vois, c'est un petit peu en mode en France en ce moment dans les milieux, les hauts milieux placés, là, je sais pas comment on dit, les milieux haut placés, je sais pas comment on appelle ça. Bref, voilà, donc on y va, et, hein, puis voilà, puis on meurt d'un AVC à 40 ans, par plus ou moins overdose de cocaïne, un AVC ou une crise cardiaque, et puis voilà, ou bien d'un burn-out, un effondrement un surépuisement, ou d'un sida, c'est-à-dire d'un effondrement du système immunitaire qui n'en peut plus, qui est complètement saturé parce que t'arrêtes pas de lui balancer des médicaments et des excitants alors que lui il voudrait se reposer pour pouvoir faire son boulot. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous dire, excusez-moi, je suis parti en vrille, mais ça m'énerve un petit peu. Donc pour en revenir à ça, c'est que la génération Pixar, là, jeux vidéo et compagnie, eh ben, c'est eux qui considèrent la bouffe
comme étant des trucs qui sortent des placards, des boîtes, des emballages plastoc. Moi, mon grand-père, quand je mangeais une chocolatine, déjà, un petit pain au chocolat, ça dépend où vous habitez, lui, il disait, ah, c'est pas de la nourriture, ça, c'est rien. Si j'avais le malheur de bouffer, je sais pas moi, peut-être un mars, je crois que les mars sont arrivés en France assez tôt, dans les années 60, je bouffais un mars, il me disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du caramel, il y a 7 ou 8 sucres là-dedans, mais c'est pas de la nourriture. Même un hot dog, pour lui, une saucisse, c'était pas de la nourriture. On sait pas ce que c'est, on voit pas d'où ça sort. Est-ce que ça pousse dans la nature? Non, bah le corps, il est fait pour bouffer des trucs qui poussent dans la nature. Des moments que c'est cuit, c'est mélangé avec d'autres trucs, avec des colorants. Mais même si c'était pas des colorants, des moments que c'est bouilli, rebouilli, surbouilli, vous avez tué tous les enzymes. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc pour vous bourrer l'estomac, quoi. Donc qu'est-ce qu'on mange pour se remplir l'estomac et après se vider les tripes? Ouais, on mange pour bouffer, chier, on bouffe pour se remplir l'estomac et puis faire de la merde. Putain, c'est un super projet de vie, ça, les gars. Waouh! Hein, les copains, comme dit l'autre, c'est un super projet de vie. Hein. Voilà, donc, je reviens à ce que je voulais dire. Donc, au stage, eh ben, on apprendra tout ça, on apprendra tous ces principes. Déjà, savoir ce que c'est qu'un aliment, c'est déjà pas mal. Savoir comment manger, on mange trop. On mange beaucoup trop et trop souvent. On engraisse nos parasites et on engraisse les médecins. Je dis pas que les médecins sont des parasites, hein, vous voyez. Bon, putain, la vache, la batterie est moitié vide. Tout à l'heure, elle marquait qu'elle était pleine. Bon, donc, on doit apprendre à se renforcer. Voilà. Et comme je dis, personne meurt de faim dans notre pays, on meurt surtout de froid, on meurt d'inanition. Les SDF, ils boivent de l'alcool et donc ils meurent de froid, hein, parce que ça bousille la capacité à se réchauffer. Hein. Voilà. Et puis en plus, on est un pays où on donne de la bouffe bio aux animaux. Donc, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, mais bon, comment on peut mourir de faim dans un endroit où les poubelles sont pleines puisqu'on balance 40% de notre nourriture, quoi. Donc arrêtez d'avoir peur, voilà, c'est ce que je voulais surtout dire. Arrêtez d'avoir peur, prenez-vous en main, bougez, venez à mes stages, voilà, point. Je vous aiderai, je vous expliquerai comment il faut faire. Donc je ferai un programme bientôt, mais là je vais vous donner le programme au stage, un petit peu pour rajeunir, pour vous donner un petit peu de patate, travailler dans l'hormèse. Voilà, comment on augmente notre testostérone, c'est important, parce que les culturistes qui prennent de la testo, des hormones de croissance, comment on appelle ça, des anabolisants, bah, ils ont un phénomène qu'on appelle l'aromatisation. Ça veut dire la testo monte, parce qu'elle est chimique, hein, elle monte artificiellement, hein. Donc la testo monte, avec des copieurs de testo par exemple, et puis donc automatiquement par phénomène d'équilibre, eh bien les hormones féminines vont aussi monter, hein, puisque la testo est une hormone masculine. Total, quand on prend plus de testo, parce qu'à un moment il faut bien arrêter de prendre des saloperies, eh bien on chute, on a une baisse complètement folle de testostérone, mais les hormones féminines elles ne baissent pas automatiquement, et on a un phénomène d'aromatisation, c'est-à-dire on a de la graisse, on a des seins, on a la voix qui devient fluette, et puis on devient dépressif. Voilà. Voilà. Vous savez que énormément de sportifs de haut niveau deviennent obèses, ils deviennent alcooliques, ils deviennent drogués, et ils meurent, voilà quoi, ils meurent sans avoir forcément comment dire, allonger leur vie. Ils ont fait du sport, ils n'ont pas fait une activité physique qui leur faisait du bien, ils ont fait des concours, quoi. Alors voilà, ils ont pris aussi de la testo, c'est pour ça qu'ils se rasent le crâne, parce qu'ils perdent leurs cheveux, ils deviennent stériles les 3/4. Il y a une équipe de foot espagnole, je crois, ou sud-américaine, qui avait porté plainte par rapport à leur fédération, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, quoi. Enfin, c'est surtout leurs femmes qui ont porté plainte. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils avaient été bourrés de testo artificiel, quoi, d'anabolisants. Hein, donc beaucoup de comment on appelle ça, de sportifs de haut niveau. Bon, ils ont une carrière qui va durer 4-5 ans, ils sont au top pendant 3-4-5 ans, je veux dire. Et puis après, ben, ils deviennent dépressifs, ils sont jetés comme de la merde, parce qu'ils sont blessés, puis comme ils sont toujours sur le fil du rasoir, et donc ils sont complètement fatigués, ils arrivent jamais à récupérer totalement, quoi. Malgré tous les médocs qu'ils vont prendre. Hein. Donc leur pratique sportive, hein, donc de compétition surtout, ne leur a pas apporté vraiment du bien-être, ni une santé mentale, ni une santé physique. Hein. Un petit peu comme ces mômes qui vont dans les salles de muscu, qui vont s'entraîner 2 heures ou 3 heures pratiquement tous les 2-3 jours, voire tous les jours pendant 1h30, qui font 1 heure de biceps, le lendemain 1 heure de triceps. Il y a des trucs comme ça, quoi. Ils sont dans le surentraînement total, quoi. Ils vont peut-être réussir à grossir le jour qu'ils comprendront qu'il faut arrêter, quoi. Voilà. Bon, donc ça c'était un petit peu pour
pour dire n'hésitez pas, voilà, à venir au stage. Je vous donnerai non seulement des techniques de self-défense, mais des techniques aussi, montrer ce que c'est que la vraie self-défense. À quoi ça sert d'apprendre à faire des katas, à faire des combats avec des gants contre un mec qui a un couteau sur un tatami, alors que dans la réalité vous aurez plutôt 3-4 mecs qui vous sautent dessus par derrière avec des barres de fer ou des couteaux, et puis vous les verrez pas venir. Donc, et puis ce ne sera pas sur un tatami, ce sera dans des escaliers, ce sera le soir dans une gare, vous aurez une valise ou votre gosse à la main, ou vous vous serez pas échauffé, etc. Enfin bref, donc à quoi ça sert de vous entraîner pendant des années pour vous préparer à vous faire agresser, alors qu'en fin de compte, vous tuez tous les jours par la clope, hein, je répète, 78 000 morts par an, hein, ou par l'alcool, 50 000 morts, voilà quoi. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de vous défoncer, de transpirer comme un fou dans des salles de sport, entre guillemets, qui se disent salles d'arts martiaux ou de combat, si c'est pour aller fumer, boire, etc., et puis mourir d'un AVC à 40 ans. Par le phénomène de surépuisement, sida, AVC, cardiaque, crise cardiaque. Vous savez que vous avez une chance sur, je ne me rappelle plus, ça a été calculé, genre 100 millions de mourir dans un attentat, mais une chance sur 2 ou 2 chances sur 3 de mourir d'un AVC, d'une crise cardiaque en France. Voilà. Mais on déploie, soi-disant, des moyens énormes contre le terrorisme. Vous savez ce que j'en pense, hein, mais par contre, on laisse les clopes et l'alcool en vente libre. Ce qui veut dire à quel point on se soucie de la santé des gens et qu'on nous prend pour des cons. Voilà, bon ben je vais quand même pas tarder à arrêter parce que je voudrais pas que la batterie tombe en panne. La dernière fois que la batterie est tombée en panne, ça n'avait pas enregistré, j'ai dû tout recommencer. Voilà, donc n'hésitez pas, arrêtez d'avoir peur, on fera ce qu'il faudra par rapport à votre état. Si vous êtes arthritique, si vous êtes obèse, si vous êtes épileptique, si vous êtes ce que vous voulez, en fibromyalgie, n'importe quoi, on va pas faire des courses, on va pas faire comme on a fait d'une année où on faisait des courses dans les escaliers, on fera des choses différentes. Hein. On fera en sorte que vous ayez assez d'énergie, vous arriviez à trouver assez d'énergie au quotidien pour guérir tous vos problèmes et pour vraiment passer dans ce que Atsumi Sensei appelle le vrai art martial, c'est-à-dire l'art de vivre longtemps, jeune, hein, l'art d'être, comment on peut dire, d'être en bonne forme le plus longtemps possible. Quand c'était l'art des guerriers, hein, l'art martial, l'art des guerriers, le guerrier, quel que soit son âge, fallait qu'il soit en capacité de défendre sa vie. Hein, dans son livre Tenshinjin Ryaku no Maki, Togakuryu Neppo Taijutsu, le premier chapitre, c'est un chapitre sur la nourriture. Et les premiers mots de ce chapitre, je crois que c'est la page 3 d'ailleurs du livre, c'est comment se fait-il que les pratiquants d'arts martiaux sont toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui fait que les pratiquants d'arts martiaux soient en aussi bonne forme ? Voilà, et donc il explique l'alimentation végétale, se coucher tôt, voilà, pas prendre d'alcool, pas fumer. Que voulez-vous que je vous dise ? Il n'y a pas de miracle, hein. Le jour où on arrête de s'empoisonner, on va mieux. Le jour où on arrête de se taper à coups de marteau sur les doigts, on a moins mal. Voilà, donc je vous dis merci à tous pour tous ceux qui sont inscrits. Donc il y en a pas mal qui sont inscrits aux 2 stages. Superbe, s'ils restent entre les 2 stages, je vous garantis que ça leur fera un bon petit stage de 15 jours, en gros, quoi. Parce qu'on continuera à s'entraîner, on viendra ici dans ces magnifiques bois. Voilà, ici il pleut, on ira ailleurs, vous inquiétez pas, pour pouvoir travailler au milieu des bois, des orties, des fruits rouges. On va vraiment s'amuser, on va vraiment travailler, et je vous garantis qu'il y a tellement de choses à voir qu'un stage de 15 jours, même si ils n'auront réglé que 2 fois 3 jours, mais c'est mon cadeau, voilà, hein. Un stage qui dure aussi longtemps, s'ils peuvent, il n'y a pas de problème, c'est mon cadeau de Noël, pour ceux qui ont eu l'éveil
le satori de se sortir les doigts du cul et de bouger au lieu de rester dans la pleurniche et d'arrêter, enfin de continuer à se plaindre sur leur sort, il y en a qui disent bah voilà, moi je me sors les doigts du cul et j'y vais quoi. Voilà, c'est ce que j'ai dit quand je suis allé au Japon, c'est ce que j'ai dit quand je suis allé à Moscou. Voilà, les gens ils disent ouais c'est faux, c'est complètement débile, ce qu'il fait est complètement faux, prouve-moi que ce qu'il fait marche, oui mais si quelqu'un l'attaque comme ça, est-ce que c'est bon, etc. Moi j'ai dit merde, j'y vais, je vais voir, et puis je jugerai par moi-même au lieu de regarder une vidéo le cul dans une chaise et d'aller faire mon cours de Krav Maga et puis de prendre ça comme un étalon, c'est-à-dire comme science, c'est une religion leur truc, hein, c'est comme science, comme si c'était que ça, quoi, comme s'il y avait que ça qui existait, et à partir de là, on juge. Demandez à un mec qui a fait 30 ans de karaté, ou 10 ans de karaté, ou pire, 5 ans de karaté, c'est-à-dire un débutant, de juger, comment on appelle ça, du judo quoi. C'est comme si vous prenez un arbitre de karaté et vous lui demandez de faire du judo. Alors là je vois 3 chiens, je me dis c'est pas possible, c'est une meute. D'accord, faut toujours se méfier, hein. Une fois là, j'ai vraiment été impressionné. Je partais à l'aube pour embaucher au jardin d'animaux et j'avais 14-15 ans et il y avait une douzaine de chiens comme ça avec un dirigeant, avec un chef, un mâle alpha qui était devant quoi. C'était vraiment impressionnant. Donc voilà, donc ça va couper dans pas longtemps. Oui Thibaut. C'est une meute. Ouais, des chiens. Voilà donc on viendra ici, on s'entraînera, regardez c'est magnifique. Regardez ça. On viendra faire des techniques ici, on marchera dans les bois. Regardez, il y a plein de choses à faire ici. Le chemin n'est pas boueux par contre, vous voyez. Ça c'est pas mal. Et ceux qui ont des plantes chez eux, je vous garantis que si vous arrivez à arriver ici là pour choper du terreau, ça c'est des trucs qui sont là, c'est de la terre artificielle qui a été faite à partir de végétaux qui est stocké là et qui est magnifique. Là c'est vraiment pour faire la permaculture, c'est le paradis quoi. D'ailleurs c'est ce que disait Escoffier, Éric Escoffier, que la région Poitou-Charentes est vraiment le coin le meilleur en France pour faire la permaculture du fait qu'il fait chaud et humide. Et il n'y a pas de période de gel, et il n'y a pas de période de sécheresse, quoi. La dernière sécheresse, j'étais en plein dedans, c'était en 74 je crois, ou 76, où il y a eu le feu là, à la forêt là. Et aux eaux d'ailleurs, on avait été libérer les animaux, voilà, bref. C'était dans les années 74-76. Il y avait le feu à la forêt de la Courbe. Écoutez ça. Ce petit silence. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur du monde, que du bonheur. Et ça c'est un coin à mur ça. Quand je vois des ronciers comme ça, c'est des coins à mur. C'est pas trop la saison. Ok, donc au revoir à tout le monde. Regardez ce coin comme c'est beau. Moi j'adore ces petits coins verts comme ça, oui. Là, pourquoi je vois ça et je trouve ça bien, tout simplement, c'est quand vous regardez ça, ça vous fait un endroit pour vous entraîner, vous voyez. Quand vous passez là, donc il y a des techniques à faire dans les bois, si on veut travailler carrément, sur du terrain qui, vous voyez, ce terrain est assez accidenté. Et là, vous avez du terrain plat, plus ou moins. Voilà. Avec des roseaux, donc il doit y avoir de l'eau, voilà. Et je trouve ça magnifique. Je ne vais pas trop m'éloigner des... Comment on appelle ça? Du terrain qui était pierré. Parce que là, je retourne dans la boue. Regardez ce coin. Ça vous donne pas envie de venir vous entraîner? Vous avez une forêt toute neuve, là, regarde ça. Non mais franchement, sortez de vos villes, venez là, quoi. Regarde ça, c'est incroyable. Alors moi j'adore. Regardez ce terrain. C'est à perte de vue ça. Voilà.
Regardez ça. Regardez cette différence de couleur, différence de vert en fin de compte. Moi j'adore ça. Les différents tons de la nature, vous voyez comme le vert est... la prairie est toujours plus verte ailleurs. Dans ces petits chemins, ces trucs comme ça. Ah les gars ils viennent en camouflé là, il y a de quoi jouer. Il y a de quoi jouer sur des scénarios là. De combat. De self-défense. Mais avant j'avais des grands bois comme ça, j'allais dans des grands bois et je faisais du piégeage. Et puis voilà, ça m'intéresse plus. D'abord parce que je suis pas chasseur et puis parce que je suis pas Rambo, j'ai pas envie j'ai plus envie d'apprendre aux gens à faire du piégeage en forêt. Voilà. Alors il y a deux sortes de piégeage, il y a le piégeage en forêt et vous avez le piégeage de votre maison et de votre habitacle, hein, des alentours, ce qu'on appelle les abords. Voilà, donc il y a énormément de moyens de piéger, dont une bonne partie, on va dire, qui est indétectable, puisque ne faisons appel ni à l'électricité, ni à l'acier, ni au métal. Ni à la chaleur, donc c'est totalement indétectable. Et c'est très simple. N'oubliez pas que les Vietnamiens étaient les rois, et moi, voilà, bref. Je vous expliquerai ça. Allez, donc à bientôt. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde, le meilleur, franchement, si vous restez chez vous, passez des super fêtes en famille. Et sinon, sinon venez nous voir, on a de quoi faire. Oh la vache. Vous voyez, j'ai une âme de photographe et franchement, quand je vois ces petits coins comme ça, j'aurai un appareil photo, vous voyez, je ferai une photo comme ça là, vous voyez, juste ce petit coin là comme ça, juste pour avoir les différences de couleurs, de vert, vous voyez. Voir avec un petit peu de gravier, mais ça c'est pas naturel, vous voyez. Ça c'est naturel. Ah, je trouve ça superbe. Superbe, superbe, super. Voilà, donc on est en plein zoom. Faut que je dézoome. Donc je vous souhaite tout ce que vous méritez. Voilà. Mais s'il vous plaît, sortez-vous les doigts du cul, bougez. Si vous avez le moindre problème, croyez-moi, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Si vous aviez la solution, vous seriez en bonne santé, vous n'auriez pas peur, vous n'angoisserez pas. Voilà, vous auriez plus de questions, quoi. Vous aurez plus de questions. Vous auriez plus de douleur, vous auriez plus de peur. Donc si vous continuez à être dans ces états-là, de modifier, on va dire, c'est qu'il y a un problème, et ce problème, vous n'avez pas la clé. Donc venez la chercher. Venez la chercher ici. Parce que si vous continuez à chercher là où vous cherchez, ça ne marchera pas. Il y a une chose que j'ai appris, quand je ne trouve pas quelque chose, par exemple quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a rangé, c'est de dire, voilà, où est-ce que je la rangerai jamais? Où est-ce que je mettrai jamais cette clé? Où est-ce que je mettrai jamais cet appareil photo? Où est-ce que je mettrai jamais ce matériel? Parce que si je pense que moi je le mettrai, ben, il n'est pas perdu, il est à la place où je le mets. Mais comme il n'est pas à la place où je le mets, c'est pas la peine que je continue à chercher en pensant de la même manière. Il faut que j'essaie de me dire où est-ce que je la mettrai jamais. Donc la solution, ben, souvent, elle est à l'opposé de ce que vous croyez. Hein, on pensait qu'il fallait se renforcer à coups de poing. Oh, allez, on tape sur les abdos et on se renforce et puis on cogne et on cogne. Voilà, pour un cancer au foie, voilà, ça sert à rien. Hein. Et alors c'est l'inverse. En art martial, il vaut mieux devenir hypersensible dans le sens arriver à percevoir chez l'autre le moment de l'attaque. Et au moment qu'il attaque, hop, on recule et il tombe. Ça a l'air aussi bête que ça. Alors les gens ils disent ouais c'est n'importe quoi, c'est du fake, c'est du no-touch, c'est ce que. Je m'en fous. Ça marche, point. Et si vous préférez casser des briques en espérant que le mec qui vous attaque, il bouge pas, comme la brique, hein, tiens bien la brique, surtout bouge pas, parce que sinon je me pète le coude dans le vide, en frappant dans le vide.
Voilà, donc il faut arrêter de s'illusionner. Les choses seront comme elles seront et non pas comme vous avez décidé qu'elles soient. Voilà. Voilà, donc très bonne fête, il reste encore quelques temps hein, avant Noël. Hein. Attention samedi, hein, c'est la pleine lune. Voilà, tout le monde nous dit attention, le samedi 22, 2 x 11, 18h50, solstice d'hiver, il faut se méfier. Voilà, restez chez vous, faites de la méditation et fermez la porte. Allez, à bientôt!